la Gestapo s'est moquée d'un vieil homme, jusqu'à découvrir qu'il cachait 15 familles dans son atelier. Joseph Intro, 23, octobre 1943, 11h47, 7 rue Kopernika, Varsovie, occupée. Le Hauptsturmführer Klaus Hoffmann poussa la porte de l'atelier de menuiserie avec une telle violence que les gonds rouillés gémirent. Derrière lui, 4 soldats SS entrèrent en formation. Fusils chargés, leurs bottes frappant le plancher de bois couvert de sueur. Au centre de l'atelier, penché sur un établi, un vieil homme de 73 ans continua de raboter une planche de chêne comme si rien ne s'était passé. Ses mains, tachées de vernis et légèrement tremblantes à cause de l'âge, bougeaient avec la précision mécanique de 6 décennies d'expérience. « Joseph Kowalski » aboya Hoffmann en allemand. Le vieil homme releva lentement la tête, ses yeux gris, humides, fixant l'officier nazi avec l'expression de quelqu'un qui a trop vu dans sa vie pour se laisser intimider par des hommes en uniforme. « C'est moi », répondit-il en polonais, d'une voix râpeuse mais ferme. Hoffmann sourit avec cette cruauté désinvolte que l'occupation avait rendue normale. Celui-là serait facile. Un vieux menuisier, probablement à moitié sourd, certainement stupide. Les informateurs avaient signalé une activité suspecte, trop de livraisons de bois, trop de visiteurs pour un commerce agonisant en pleine occupation. « Nous avons reçu des rapports », dit Hoffmann en tournant lentement dans l'atelier, ses yeux scrutant chaque recoin, selon lesquels vous fabriquez des meubles pour des juifs. Vous cachez de la contrebande. Peut-être vous cachez des personnes. Hoffmann s'attendait à une négation, à de la panique, à cet effondrement nerveux typique lorsqu'on mettait des civils polonais face au mur. Ce qu'il vit à la place le déconcerta. Le vieil homme se contenta d'acquiescer. « Je fais des meubles pour qui paye », dit Joseph, en se remettant à son ouvrage. « Les nazis payent. Les Polonais payent. Si les Juifs avaient de l'argent, je leur vendrais aussi. Mais vous vous êtes arrangés pour qu'il n'ait plus rien, n'est-ce pas ?» L'insolence prit Hoffmann de court. Les Polonais, d'ordinaire, se ratatinaient. Ce vieux se comportait comme si les nazis n'étaient qu'un désagrément mineur, comme une pluie qui tombe un jour de travail. « Fouillez cet endroit », ordonna Hoffmann. « Chaque centimètre. Ce vieux cache quelque chose. » Les soldats se dispersèrent. Ils retournèrent des établis, ouvrirent des armoires à outils, frappèrent les murs à la recherche de creux. L'atelier était un chaos de bois, d'outils, de projets inachevés. Un désordre parfait pour y dissimuler n'importe quoi. Ce qu'Hoffmann ignorait, ce qu'aucun officier nazi à Varsovie n'avait découvert en 3 ans d'occupation, c'est qu'il se tenait au cœur du réseau de sauvetage le plus audacieux de la Pologne occupée. Que l'atelier de menuiserie moribond n'était qu'une façade pour une opération qui avait déjà sauvé 147 vies juives. Que sous ses bottes, à 2 mètres de profondeur, dans une cave modifiée accessible seulement grâce à un mécanisme si ingénieux qu'il semblait irréel. 15 familles, 67 personnes retenaient leur souffle dans une obscurité totale. Et que le vieil homme qu'il prenait pour un sénile inoffensif était en réalité Joseph Kowalski, ancien ingénieur civil, vétéran de la Première Guerre mondiale. Veuf ayant tout perdu dans sa vie, sauf sa capacité à construire l'impossible et sa conviction que certains principes méritaient qu'on meure pour eux. Pendant les 7 heures qui suivirent, la Gestapo mettrait l'atelier en pièces en cherchant la cachette dont elle était persuadée qu'elle existait. Ils interrogeraient le vieil homme. Ils le frapperaient. Ils le menaceraient d'une exécution immédiate. Mais ils ne trouveraient jamais la cave. Et dans cet échec, ils découvriraient quelque chose que l'arrogance nazie n'avait jamais envisagé.
que 70 ans à construire des choses pouvaient servir à construire l'invisible. Que les mains tremblantes d'un vieillard pouvaient concevoir des systèmes capables de déjouer toute la machinerie du Troisième Reich. Voici l'histoire d'un menuisier de 73 ans qui transforma son atelier en sanctuaire pour 147 âmes. Comment la précision de 6 décennies a humilié la Gestapo à répétition. Et comment un homme que la guerre avait brisé décida que son ultime chef-d'œuvre serait le salut. Fais une pause ici et écris-moi en commentaire. Penses-tu que tu pourrais rester dans un silence absolu en sachant que 66 personnes dépendent du fait que tu ne fasses pas le moindre bruit? Combien de temps crois-tu que tu tiendrais? Partie 1. Le monde d'avant. L'atelier de la rue Copernica avait été le royaume de Joseph Kowalski depuis 1898, lorsqu'il l'avait ouvert à 28 ans, fraîchement marié, plein d'ambition. À l'époque, Varsovie était une ville d'empires en collision. La Russie, la Prusse, l'Autriche-Hongrie se partagèrent la Pologne comme un gâteau. Mais Joseph ne pensait pas à la politique. Il pensait au bois. Il était menuisier de 3e génération, mais ingénieur de formation, une combinaison rare qui le rendait précieux. Il pouvait dessiner des ponts et fabriquer des meubles, calculer des charges structurelles et réaliser des queues d'aronde qui duraient des siècles. Ces meubles ornaient des maisons de nobles polonais, des bureaux de bureaucrates russes, des synagogues juives, surtout des synagogues. En 1902, Joseph avait construit l'arche sainte de la grande synagogue de Varsovie, un travail qui lui avait pris 8 mois. Taillée dans du chêne polonais, incrusté d'ébène. C'était une pièce si magnifique que des rabbins vinrent de Cracovie uniquement pour la voir. La communauté juive de Varsovie l'adopta comme le menuisier de Dieu, un surnom qui l'embarrassait mais qu'il chérissait en secret. Sa femme, Zofia, mourut en 1918 durant la pandémie de grippe espagnole. Ils avaient un fils, Marek, mort en 1920 pendant la guerre polono-soviétique, une balle russe en pleine poitrine à 19 ans. En 1939, lorsque les nazis envahirent, Joseph vivait seul depuis 2 décennies dans l'appartement au-dessus de son atelier, parlant surtout au bois. À 69 ans, il était un anachronisme. Artisan maître à l'ère de la production de masse, croyant à la qualité dans un monde qui idolâtrait la quantité. Les commandes avaient diminué. Les jeunes clients voulaient des meubles d'usine, moins chers, plus rapides. L'atelier qui avait autrefois employé 12 apprentis n'était plus qu'une entreprise d'un seul homme. L'invasion nazie du 1er septembre 1939 changea tout et ne changea rien. Des bombes tombaient sur Varsovie, des immeubles s'effondraient, des milliers mouraient. Mais dans l'atelier de Joseph, le travail continuait. Le bois ne se souciait pas de la politique. Les queues d'aronde ne reconnaissaient pas les frontières. Ce qui changea, en revanche, c'est qui frappait à sa porte. Octobre 1940, 13 mois après l'invasion. Un rabbin que Joseph connaissait depuis des décennies arriva à l'atelier après le couvre-feu, risquant l'exécution sommaire pour avoir été dans la rue. « Joseph !» dit le rabbin, utilisant son prénom polonais alors qu'il parlait d'ordinaire en yiddish. « J'ai besoin de te demander quelque chose d'impossible. » Joseph, qui vernissait une chaise, ne leva même pas les yeux. L'impossible prend juste un peu plus de temps. Qu'est-ce que tu veux? Les nazis construisent un mur. Ils vont nous enfermer tous, chaque juif de Varsovie, dans un ghetto. Ils disent que c'est pour la santé publique, pour nous protéger. Mais nous savons ce que c'est vraiment. C'est une prison. Et qu'est-ce que je peux y faire? Demanda Joseph, même s'il connaissait déjà la réponse. Certaines familles n'entreront pas dans le ghetto. Elles vont se cacher. Elles ont besoin d'endroits. Ton atelier est en dehors de la zone du ghetto.
Il est dans une rue latérale, peu surveillée. Tu pourrais cacher des Juifs et risquer d'être pendu ?» termina Joseph. « C'est ça que tu me demandes. » Le rabbin acquiesça, misérable. Joseph posa enfin son travail et regarda le rabbin droit dans les yeux. « J'ai construit l'arche de ta synagogue il y a 40 ans. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand on l'a installée ? Non. Tu as dit, Joseph, tu as construit une maison pour la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tes mains. Eh bien, maintenant, j'utiliserai ces mains bénies pour construire des maisons pour le peuple de Dieu. Amène ceux qui ont besoin de se cacher. » Ce fut une décision instantanée, sans délibération, sans calcul de risque. Joseph avait 70 ans. Il avait enterré sa femme et son fils. Il n'avait plus rien à perdre, sauf une vie qu'il considérait déjà comme accomplie. S'il devait mourir, il mourrait en faisant quelque chose d'utile. La première famille arriva 3 jours plus tard. Partie 2. Les premiers réfugiés et la réalité du danger. Samuel et Dvorah Rosenbaum arrivèrent avec leurs 3 enfants dans la nuit du 4 novembre 1940. Ils avaient une petite valise, un peu d'argent caché dans la doublure de leur manteau et une terreur absolue dans le regard. Joseph les installa dans le grenier au-dessus de l'atelier. L'endroit était rudimentaire. Pas d'isolation, un froid brutal l'hiver, une chaleur insupportable l'été. Mais il y avait un toit, des murs et surtout une distance entre eux et les yeux nazis. L'accord initial était simple. Les Rosenbaum resteraient dans un silence total pendant les heures de travail, lorsque des clients allemands ou des collaborateurs polonais pouvaient entrer dans l'atelier. Joseph mit en place un système de signaux. 3 coups sur le plafond signifiaient danger, restez immobile. 2 coups signifiaient que tout allait bien, vous pouvez bouger. Ça fonctionna exactement 11 jours. Le 15 novembre, un officier SS entra dans l'atelier pour commander un bureau. Pendant qu'il discutait du design, l'un des enfants Rosenbaum, Jacob, 6 ans, éternua. Fort, impossible à confondre. L'officier se figea. C'était quoi ça ? Joseph, dont le cœur s'était arrêté mais dont le visage resta parfaitement calme, désigna la rue d'un geste. Probablement quelqu'un qui passe dehors. Ces murs sont fins. L'officier n'était pas convaincu. Il commença à avancer vers l'escalier qui montait au grenier. Joseph eut 3 secondes pour réfléchir. Si l'officier montait, il trouverait 5 Juifs. Les Rosenbaum seraient fusillés sur le champ. Joseph serait pendu sur la place publique en guise d'exemple. Il fit la seule chose qui lui vint, simuler une crise cardiaque. Il se prit la poitrine, gémit, s'effondra dramatiquement contre son établi en renversant bruyamment des outils. L'officier nazi se retourna et vit le vieil homme apparemment en train de mourir. Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait simplement partir, le laissant crever là. Mais quelque chose, un reste d'humanité, ou la peur des paperasses si un civil mourait pendant une visite officielle, le poussa à agir. « Un médecin !» hurla-t-il vers la rue. « Un médecin ! Ce vieux a besoin d'un médecin !» Dans la confusion qui suivit, des voisins accourant pour aider, un médecin du quartier appelé, Joseph allongé par terre. L'officier s'en alla, oubliant le bureau, oubliant l'éternuement, ne gardant que l'idée que les civils polonais étaient une source constante d'ennui. Quand tout le monde fut parti et que le médecin confirma que Joseph allait parfaitement bien, même s'il avait un talent certain pour le théâtre, Joseph monta au grenier. La famille Rosenbaum était terrorisée, en larmes, s'excusant. « Ne vous excusez pas, » dit Joseph sèchement. « Mais comprenez une chose, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas rester ici. Un éternuement a failli nous tuer tous. Il nous faut mieux. » « Qu'est-ce qui peut être mieux ?
demanda Samuel. Où pouvons-nous aller? Joseph réfléchit au problème comme un ingénieur. Le grenier était insuffisant parce qu'il était trop proche des zones de travail, trop accessible, trop évident dès qu'on cherchait réellement. Il avait besoin de quelque chose de plus éloigné, plus caché, plus impossible à découvrir par hasard. L'atelier avait une cave, un espace de stockage que Joseph utilisait rarement, parce qu'il fallait descendre un escalier raide que ses genoux de 70 ans trouvaient douloureux. Elle faisait environ 6 mètres sur 4, plafond bas, sombre, humide. Mais elle avait du potentiel. « Je vais construire quelque chose », dit enfin Joseph. « Je ne sais pas encore exactement quoi, mais je vais construire un endroit où vous pourrez disparaître complètement. Ça prendra du temps. En attendant, soyez plus prudents. » Cette nuit-là, Joseph descendit à la cave avec une lampe à huile et un carnet. Il prit les mesures, étudia la structure, calcula les possibilités. Son esprit d'ingénieur ne voyait pas l'espace tel qu'il était, mais tel qu'il pourrait être. Il voyait des murs qui n'existaient pas encore, des volumes à créer, des mécaniques de dissimulation capables de vaincre les fouilles nazies. Il dessina des croquis jusqu'à 3 heures du matin. Quand il remonta dans son appartement, il savait exactement ce qu'il allait construire. Ce serait son chef-d'œuvre, non pas une arche pour une synagogue, mais une arche pour des vies humaines. Et comme toute sa menuiserie, ce serait construit pour durer des siècles, même si, en théorie, ça ne devait durer que quelques mois. Il se trompait complètement sur ces quelques mois. Partie 3. Construire l'impossible. Le plan conçu par Joseph était si ingénieux que, même aujourd'hui, des décennies plus tard, des ingénieurs étudient la simplicité de sa solution. La cave de l'atelier mesurait 6 mètres sur 4, avec un plafond à 2,30 mètres. Joseph proposa de la diviser en 2 sections grâce à un faux mur qui donnerait l'impression d'être le mur de fondation original du bâtiment. La section avant, celle que quiconque descendant l'escalier verrait, serait exactement ce qu'on s'attendrait à trouver. Du bois stocké, de vieux outils, des débris accumulés depuis des décennies. Un désordre crédible qui invite à une inspection rapide mais décourage une recherche approfondie parce qu'il n'y a manifestement rien d'intéressant. La section arrière, cachée derrière le faux mur, serait la véritable cachette. 3 mètres sur 4, assez pour 15 personnes assises ou 10 allongées. Mais le génie ne résidait pas dans les dimensions. Il résidait dans l'accès. La plupart des cachettes ont des entrées évidentes une fois qu'on sait quoi chercher. Une trappe dans le plancher, un panneau dans un mur, une porte derrière une étagère. Joseph comprenait qu'une entrée visible finirait tôt ou tard par être découverte. Il lui fallait une entrée invisible. Sa solution profita du fait qu'il travaillait dans la cave d'un immeuble construit en 1897. Les fondations étaient en briques et pierres, solides, mais imparfaites selon les standards modernes. Joseph conçut un système d'accès, utilisant la structure existante. Dans un angle de la cave, il y avait une ancienne cheminée de poêle à charbon, condamnée depuis des décennies, quand le bâtiment avait été modernisé avec un chauffage électrique. La cheminée faisait partie des éléments d'origine, figurait sur les plans, totalement ordinaire. Ce que fit Joseph fut brillant. Il creusa derrière cette cheminée condamnée, créant un tunnel de rampe d'1,50 m reliant la cave visible à la cachette. Puis, il reconstruisit l'arrière de la cheminée avec des briques qu'on pouvait retirer individuellement depuis l'intérieur, tout en donnant depuis l'extérieur l'illusion d'un mortier solide. Pour accéder à la cachette, il fallait descendre à la cave, déjà risqué si les nazis étaient au-dessus, identifier la cheminée condamnée précise, il y en avait 3, savoir que l'arrière de celle-ci pouvait être démontée, retirer 8 briques dans un ordre précis pour ouvrir un passage de 60 cm,
ramper dans le tunnel d'1,50 m dans l'obscurité totale. Puis, réassembler les briques depuis l'intérieur pour sceller l'entrée. Sans connaissance préalable, c'était impossible. Même avec la connaissance, ça demandait de l'entraînement. Les premiers essais des Rosenbaum prirent 7 minutes. Joseph exigea 2 minutes, puis 90 secondes. La construction dura 6 semaines, uniquement de nuit, après le couvre-feu, quand les bruits de marteaux et de creusement pouvaient être attribués à de lointains bombardements alliés ou à des travaux nazis. Joseph travailla seul. À 70 ans, il déblayait des gravats, portait des briques, posait des poutres. Son corps protestait chaque nuit, le dos hurlant, les mains en sang, les poumons brûlés par la poussière de mortier. Mais il continuait, parce qu'il avait promis de construire quelque chose et que les Kowalski tiennent leurs promesses. Les détails techniques révélaient des décennies de métier. Ventilation. Il installa un conduit caché passant par l'ancien système, de poêles, assurant un flux d'air passif suffisant pour 15 personnes pendant de longues périodes. Drainage. La cachette étant sous le niveau de la rue, elle risquait l'inondation. Il creusa un drainage, à la française, rudimentaire. Une tranchée de gravier menant à l'égout existant. Insonorisation. Les murs, entre la cave visible et la cachette, étaient en double brique, avec une cavité d'air de 15 cm remplie de sable, amortissant presque totalement le son. Provision. Il construisit des étagères contenant de l'eau en bouteilles scellées, des conserves renouvelées chaque mois, des couvertures, des seaux sanitaires à couvercle hermétique, des bougies protégées avec des allumettes imperméabilisées et une trousse médicale de base incluant de la morphine obtenue grâce à un médecin sympathisant pour les urgences. Quand tout fut terminé, en janvier 1941, il invita les Rosenbaum à inspecter. « Descendez dans la cave visible, l'heure, dit-il. Essayez de trouver l'entrée. » Ils cherchèrent 40 minutes. Ils ne la trouvèrent pas. Joseph dut leur montrer, brique après brique, comment la démonter. « C'est impossible, » murmura Dvora Rosenbaum. « Si nous n'y arrivons pas, les nazis ne la trouveront jamais. »« Exact, » dit Joseph. « Maintenant, entraînez-vous à entrer jusqu'à pouvoir le faire dans le noir, en silence, en 90 secondes. Coût total, 340 zlotys polonais, environ 80 $ de 1941. Chaque zloty venait des économies de Joseph, de sa pension de vétéran de la Première Guerre mondiale. L'argent qu'il avait prévu pour une retraite tranquille, qu'il savait désormais qu'il n'aurait jamais. La première épreuve arriva 2 semaines plus tard. Partie 4. La première épreuve est l'expansion du réseau. 27 janvier 1941, 9h20. Joseph était en train de couper des planches de pin lorsqu'il vit des véhicules de la Gestapo se garer dans la rue. Pas devant son atelier, mais 3 immeubles plus loin, assez près pour déclencher la panique. Il monta les escaliers en courant, ses genoux protestants mais obéissants, jusqu'à l'appartement où les Rosenbaum passèrent leur journée. « La Gestapo est dans la rue », dit-il sans préambule, « à la cachette, maintenant ». Les Rosenbaum avaient répété 50 fois, mais entre l'entraînement et la réalité, il y a un gouffre. Les mains de Samuel tremblaient tellement qu'il fit tomber les 2 premières briques. Dvora poussait les enfants si vite que Jacob trébucha et se cogna la tête contre le tunnel, se mettant à pleurer. « Silence !» souffla Joseph, urgent. « Silence total, ou on meurt tous. » Il fallut 2 minutes 40, bien plus que prévu. Mais ils étaient tous à l'intérieur, lorsque Joseph replaça les dernières briques depuis l'extérieur. Il remonta, s'assit à son établi, reprit sa scie comme si de rien n'était. Les agents de la Gestapo
n'entrèrent jamais chez lui. Ils arrêtèrent une famille polonaise 3 portes plus loin, des résistants présumés, fusillés cet après-midi-là dans la cour de Pawiak. Mais l'incident prouva quelque chose de crucial. Le système fonctionnait. Quand les Rosenbaum ressortirent 4 heures plus tard, le délai que Joseph imposait pour être sûr que le danger était passé, ils étaient traumatisés, mais vivants. « Ça a marché », dit Samuel, la voix mêlant l'émerveillement à l'horreur. « Ça a vraiment marché. »« Évidemment que ça a marché, » répondit Joseph. « Je suis menuisier professionnel. Ce que je construis, ça marche. » La rumeur se répandit dans le ghetto de Varsovie, comme se répand l'information dans une communauté désespérée, à voix basse, par connaissances interposées, de rabbin à rabbin. Il y avait un menuisier hors du ghetto, qui pouvait cacher des familles. Un endroit sûr. Un homme qui risquait sa vie encore et encore. En mars 1941, 3 autres familles arrivèrent chez Joseph. Le problème, c'était l'espace. La cachette pouvait contenir 15 personnes, confortablement, 20 en se serrant. Mais 20 personnes vivant de manière permanente dans un atelier visible? Impossible. Les voisins verraient, les nazis verraient, tout s'effondrerait. Joseph trouva une solution qui transforma son opération. D'une cachette statique, il passa à un réseau dynamique. Il commença par recontacter d'anciens clients, des Polonais pour qui il avait fabriqué des meubles pendant des décennies, des gens qu'il connaissait comme un homme droit, souvent des catholiques fervents persuadés qu'aider des juifs relevait d'un devoir chrétien. « J'ai besoin d'un service », leur disait-il sans détour. « Dangereux, illégal. Ça vous tuera si on vous attrape. Vous m'aiderez ?» Étonnamment, la plupart répondaient oui. La Pologne occupée produisait autant de collaborateurs que de héros. Et les héros étaient souvent des gens ordinaires, décidant que certaines choses valaient qu'on meure pour elles. En mai 1941, Joseph avait mis sur pied 8 maisons sûres. Appartements, fermes, commerces où des familles juives pouvaient se cacher durablement. Son atelier devint une station de transit. Le fonctionnement était simple. Des familles arrivaient à l'atelier, souvent la nuit, guidées par des contacts du ghetto. Elles restaient dans la cachette 1 à 7 jours, pendant que Joseph organisait de faux papiers, un transport, une destination. Elles étaient ensuite déplacées vers des maisons sûres, grâce à un réseau de passeurs, de jeunes Polonais au physique arien et aux papiers impeccables. Une nouvelle famille arrivait. Le cycle recommençait. La cachette construite pour une seule famille servait désormais de sas pour des dizaines. Un système brillant par sa simplicité, robuste parce qu'il ne dépendait pas d'un seul point de défaillance. Joseph étendit aussi l'infrastructure physique. Dans la cave visible, il construisit une deuxième cachette, grossière, volontairement trop évidente. Derrière une étagère, un petit espace où 2 ou 3 personnes pouvaient se dissimuler. Pourquoi construire une cachette que les nazis trouveront facilement ? Demanda Samuel Rosenbaum. Parce que, expliqua Joseph, quand ils cherchent, c'est qu'ils trouvent dans quelque chose, ils arrêtent de chercher. S'ils viennent, ils trouveront cette cachette-là. Ils seront contents, ils partiront, et ils ne chercheront jamais la vraie. C'était de la psychologie appliquée. Ils savaient qu'un succès apparent rend arrogant et paresseux. Les nazis n'imagineraient jamais que la cachette trouvée n'était qu'un leurre, à quelques mètres de la vraie. Le réseau grandit. Fin 1941, Joseph coordonnait 8 maisons sûres, 15 passeurs, 3 faussaires, 2 médecins qui soignaient des réfugiés malades, sans prévenir les autorités. Et il faisait tout ça en conservant l'apparence d'un vieux menuisier dont les affaires déclinaient lentement à cause de la guerre.
Les nazis qui commandaient parfois un meuble le voyaient comme un vieillard inoffensif, probablement sénile, certainement pas une menace. C'était le déguisement parfait, parce qu'il était presque vrai. Joseph était vieux, mais il n'était en rien inoffensif. Partie 5. Le prix humain et les vies, dans la cachette. Maintenir un réseau de sauvetage n'avait rien d'une logistique abstraite. C'était un traumatisme humain répété, multiplié, accumulé. Joseph voyait la terreur sur de nouveaux visages chaque semaine. Des mères qui avaient laissé des enfants dans le ghetto parce qu'elles ne pouvaient pas sauver tout le monde et qu'il fallait choisir. Des pères qui avaient vu leur famille déportée vers Treblinka dans des wagons à bestiaux. Des enfants qui avaient assisté à des exécutions publiques dans les rues du ghetto. Le traumatisme se manifestait de façon prévisible et imprévisible. Certains devenaient silencieux, presque catatoniques, comme si parler exigeait une énergie qu'ils devaient économiser pour survivre. Ils restaient assis pendant des heures, immobiles, les yeux ouverts mais vides. D'autres parlaient sans s'arrêter quand ils le pouvaient, déversant des mots comme si le silence forcé avait créé une pression qui éclatait dès que c'était sûr. Ils racontaient leur vie d'avant-guerre, des souvenirs obsessionnels d'une normalité disparue. Les enfants étaient ce qu'il y avait de plus dévastateur. Ils avaient appris à ne pas pleurer, à ne pas rire, à ne pas produire ce bruit enfantin normal. Une petite fille de 4 ans, Rachel, qui passa 6 jours dans la cachette en attendant un transport, avait oublié comment rire. Quand quelque chose l'amusait, elle souriait en silence, sans qu'aucun son ne sorte. Joseph essaya de l'aider. Il fit des grimaces, sculpta un petit jouet en bois. Rachel souriait, muette, mais ne riait pas. « Qu'est-ce qu'on leur a fait ?» demanda-t-il un soir à Dvorah Rosenbaum. « On sauve leur vie, mais on brise leurs âmes. » « Leurs âmes guériront si elles vivent, » répondit Dvorah. « Mort, aucune guérison n'est possible. » C'était une arithmétique brutale. Mais vrai, l'espace imposait son propre supplice. Joseph avait conçu la cachette pour 15 personnes, confortablement. Mais ce mot était relatif. 15 personnes sur 12 mètres carrés, cela faisait moins d'1 mètre carré par personne. Pendant les jours dans la cachette. Espace. Impossible pour tout le monde de se tenir debout en même temps. On alternait. Certains s'asseyaient pendant que d'autres se levaient quelques instants pour étirer des jambes gonflées. Air. La ventilation était suffisante, mais pas généreuse. Après 12 heures, l'air devenait lourd et respirer profondément demandait un effort. Lumière. Une obscurité totale. Sauf quelques bougies autorisées uniquement en urgence, parce que l'oxygène était précieux. Hygiène. Des seaux avec couvercle dans un coin. L'odeur restait gérable tant que les couvercles étaient marbrés fermés. Mais atroce au moment d'utiliser. Bruit. Le silence absolu était obligatoire pendant les heures de travail, au cas où un client se trouverait au-dessus. 16 heures par jour, sans parler, sans bouger plus que l'indispensable. Léa Goldstein, une femme de 38 ans qui resta 9 jours d'affilée dans la cachette en août 1942 en attendant des papiers pour rejoindre une maison sûre à la campagne, décrivit plus tard l'expérience dans un témoignage d'après-guerre. Au 3e jour, j'ai perdu le sens du temps. Je ne savais plus si c'était le matin ou le soir. La faim était constante, mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était la claustrophobie psychologique d'exister, comme si on n'était rien. Nous étions vivants, mais nous ne vivions pas. Nous respirions, mais nous n'existions pas. C'était une répétition générale de la mort. J'ai inventé un jeu mental. Je mémorisais chaque détail de la cachette dans le noir. Je comptais les briques en les touchant. Je retenais qui s'asseyait où. Je mesurais l'espace en rampant au millimètre.
n'importe quoi pour occuper l'esprit. Le 7e jour, j'ai commencé à halluciner. Je voyais une lumière qui n'existait pas. J'entendais la voix de ma mère morte. Mon mari, caché avec moi, me tenait la main et me murmurait que ça allait. Mais ça n'allait pas. Je me brisais. Chaque nuit, après le couvre-feu, Joseph descendait, déplaçait les briques, passait de la nourriture, de l'eau, des nouvelles du dehors. Son vieux visage, éclairé par une bougie, était la chose la plus belle que j'ai jamais vue. Il prouvait que, dehors, quelqu'un se souvenait encore que nous existions. Le 9e jour, les papiers s'étaient prêts. Nous sommes sortis, nous avons pris des bains que Joseph avait préparés. Nous avons mangé une vraie nourriture. Cette nuit-là, dans une vraie maison à la campagne, j'ai dormi dans un vrai lit. J'ai pleuré 3 heures d'affilée, pas de tristesse, mais de pur soulagement physique d'exister dans un endroit où je pouvais me lever, m'étirer, parler. Joseph m'a sauvé. Mais il m'a sauvé d'une manière qui reconnaissait que le salut commence par te briser, puis par te reconstruire. Ce n'était pas romantique, c'était brutal. Mais c'était la survie. Joseph voyait ce bris et cette reconstruction sans cesse. Il développa des manières d'aider psychologiquement. Il racontait des histoires. Quand il descendait avec des provisions, il apportait des nouvelles, des rumeurs sur l'avancée des Alliés, l'espoir d'une libération. Il mentait quand il le fallait. L'espoir était un médicament. Il offrait de petites douceurs, des bonbons pour les enfants quand il arrivait à en trouver, un livre pour un adulte lettré, une bougie en plus pour une famille célébrant le Shabbat dans l'obscurité. Il reconnaissait leur humanité, il retenait les prénoms, posait des questions, se souvenait des détails personnels. Il ne les traitait pas comme un poids, mais comme des êtres humains dont la vie comptait, une par une. Un homme nommé Abraham Weinberg, médecin de 52 ans, qui passa par l'atelier avant d'être déplacé vers une maison sûre, demanda à Joseph: « Pourquoi faites-vous ça? Vous êtes chrétien. Nous ne sommes pas les vôtres. » Joseph, qui philosophait rarement, répondit simplement: « J'ai construit l'arche de votre synagogue il y a 40 ans. Maintenant je construis des arches pour votre peuple. C'est le même travail. Protéger ce qui est sacré. » En septembre 1942, le réseau de Joseph avait déjà fait passer 89 personnes en sécurité. La cachette avait servi 47 fois lors de rafles ou d'urgences. Les nazis ne l'avaient jamais découverte. Mais la chance parfaite finit toujours par tourner. Octobre 1943 apporterait l'épreuve la plus dure. Partie 6. La trahison et la rafle massive. Tomasz Kaminski était un Polonais de 31 ans, ancien étudiant en droit dont les études avaient été interrompues par l'invasion. En 1943, il travaillait comme informateur pour la Gestapo, dénonçant des activités de résistance contre de l'argent et des privilèges. Il n'était pas idéologue. Il ne haïssait pas particulièrement les Juifs. C'était un opportuniste qui avait compris que la guerre créait une économie où l'information valait plus que la morale. En septembre 1943, Kaminski entendit des rumeurs dans un café fréquenté par la pègre de Varsovie. Un vieux menuisier près de la rue Kopernika aidait des Juifs. Les détails étaient flous, mais suffisants pour enquêter. Il se présenta à l'atelier de Joseph en jouant le client à la recherche de meubles. Joseph, d'ordinaire prudent, ne détecta rien d'anormal. Kaminski était polonais, parlait sans accent, connaissait Varsovie par cœur. Il paraissait crédible. Pendant 20 minutes, ils discutèrent d'une armoire. Kaminski observa tout. L'atelier en désordre, l'escalier menant à l'appartement, l'accès partiellement visible à la cave derrière un tas de bois.
Vous travaillez seul ? demanda-t-il d'un ton détaché. À mon âge, qui voudrait travailler avec moi ? répondit Joseph. Les jeunes veulent des salaires que je ne peux pas payer. Vous avez une famille ? Tous morts. La guerre, la maladie. Je suis le dernier des Kowalski. Kaminski remarqua une contradiction. Un atelier tenu par un seul homme devrait être silencieux. Pourtant, il y avait des bruits, des déplacements au-dessus, des sons suggérant qu'il y avait plus d'une personne. J'ai entendu quelque chose en haut, fit-il remarquer. Des rats, répondit Joseph sans s'arrêter. Immeuble vieux. Des rats partout. Le poison ne marche pas. J'ai appris à vivre avec eux. C'était un mensonge convaincant parce qu'il était à moitié vrai. Il y avait des rats dans l'immeuble. Mais il y avait aussi, ce jour-là, 3 familles cachées, en attente d'un transfert. Kaminski repartit sans commander de meubles. Joseph le remarqua. Un client qui passe autant de temps finit généralement par acheter quelque chose. Mais il supposa que l'homme comparait simplement les prix. 4 jours plus tard, Kaminski rapporta à son contact de la Gestapo. Le menuisier au 7 Copernica cache probablement des Juifs. Je n'ai pas de preuves définitives. Mais son comportement est suspect. Normalement, la Gestapo exigeait des preuves plus solides avant une grande rafle. Mais octobre 1943 était une période de durcissement. Les nazis liquidaient le ghetto de Varsovie, déportant des milliers de personnes chaque jour vers Treblinka. Le moindre soupçon d'aide aux Juifs justifiait une action immédiate. Le Hauptsturmführer Klaus Hoffmann reçut l'ordre d'enquêter sur l'atelier de Joseph Kowalski. 23 octobre 1943, 11h47, l'instant qui ouvre notre histoire. Hoffmann et 4 SS pénétrèrent dans l'atelier. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce jour-là, la cachette contenait un nombre record de personnes. Pas 15, pas 20, 67. Une chaîne de coïncidences malheureuses avait créé une crise logistique. Le transport vers 3 maisons sûres différentes avait été retardé au même moment. Un passeur avait été arrêté à un contrôle. Une maison sûre à la campagne avait été compromise par un autre informateur. Des familles qui auraient dû être parties depuis des jours étaient encore chez Joseph. 67 personnes, 18 familles, entassées dans un espace prévu pour 15. Quand Hoffmann et ses hommes entrèrent, les 67 personnes se trouvaient à l'étage, dans l'appartement, en train de manger, de parler, d'exister comme des êtres humains. La cachette, elle, était vide, parce que personne n'attendait un danger en plein midi. Joseph entendit les bottes nazies frapper le plancher de son atelier. Son cœur s'effondra. Il n'y avait pas de temps. Le protocole exigeait que les réfugiés entendent l'alerte, dévalent l'escalier, traversent la cave visible, démontent la cheminée brique par brique, rampent jusqu'à la cachette, puis rebouchent l'entrée. Pour une famille, 90 secondes. Pour 67 personnes, impossible. Mais à l'étage, Samuel Rosenbaum, qui vivait dans l'atelier depuis 19 mois, qui en connaissait chaque centimètre, qui avait répété l'évacuation des centaines de fois, prit le commandement. Silence absolu, chuchota-t-il. Formation d'évacuation. Maintenant, ils avaient été entraînés. Ils savaient que la panique tuait. Ils bougèrent selon une séquence apprise. D'abord les jeunes enfants portés par des adultes, puis les personnes âgées aidées, puis tous les autres en file organisée. Ils descendirent sans bruit, en chaussettes, parce que Joseph insistait pour que tout le monde laisse ses chaussures à l'étage, afin de se déplacer en silence. Ils traversèrent la cave visible comme des fantômes. À la cheminée, 3 hommes travaillèrent simultanément, retirant les briques dans l'ordre exact qu'ils avaient mémorisé. Chaque brique passait de main en main,
posées silencieusement dans une pile ordonnée. 67 personnes. 12 mètres carrés. En haut, Joseph faisait face à Hoffman avec un jeu d'acteur qui aurait mérité des récompenses s'il avait existé une catégorie « vieil homme feignant la confusion devant des nazis ». « Des juifs » répéta-t-il après l'accusation. « Ici, Hauptsturmführer, regardez mon atelier. Je suis ruiné. Je survis à peine. Comment pourrais-je nourrir des juifs ? Les informateurs parlent d'une activité suspecte. Les informateurs mentent pour de l'argent. Ou confondent l'activité normale avec une conspiration, parce que la guerre les a rendus paranoïaques. » Joseph parlait volontairement lentement, avec un accent polonais exagéré, répétait les questions, demandait des clarifications. Chaque seconde gagnée était précieuse. Hoffman ordonna la fouille. Les soldats commencèrent à inspecter méthodiquement. Dans la cave, la dernière personne, une femme enceinte qui ne pouvait pas bouger vite, rampa enfin dans la cachette. Les 3 hommes replacèrent des briques frénétiquement depuis l'intérieur. 67 personnes dans 12 mètres carrés. Impossible pour tout le monde de s'asseoir. Impossible pour tout le monde de se tenir debout. Les corps étaient si serrés que respirer demandait une coordination pour que les poitrines puissent se gonfler. Un bébé de 6 mois se mit à pleurer. Sa mère le pressa immédiatement contre elle, lui couvrant doucement la bouche, murmurant sans voix des prières pour qu'il se calme. En haut, un SS trouva l'escalier menant à l'appartement. Il monta. Il ne découvrit qu'un espace vide, avec quelques meubles. « Qui vit ici » demanda-t-il. « Moi » répondit Joseph. « Seul. Comme je l'ai dit, ils sont tous morts. » Pourquoi autant de lits ? Le soldat en avait compté 4 dans 2 pièces. Des restes du temps où ma famille vivait ici. Ma femme, mon fils, morts. Je n'ai pas enlevé les meubles. Je suis trop vieux pour déplacer des choses lourdes. Un mensonge brillant, parce qu'il collait parfaitement à l'image que les nazis se faisaient des Polonais, sentimentaux et paresseux. Le soldat trouva une cuisine avec des assiettes pour 8 personnes en train de sécher. Pourquoi autant d'assiettes si vous vivez seul ? Joseph ne broncha pas. Je lave 1 fois par semaine. J'en utilise 1 par jour, j'en accumule 8, puis je lave tout d'un coup. Plus efficace que de laver chaque jour. Hoffman intervint. Nous allons descendre à la cave. Dans la cachette, les 67 personnes entendirent ces mots. Elles savaient que la ventilation, déjà, ne suffirait pas à autant de monde. Dans 5 minutes, certains commenceraient à s'évanouir faute d'oxygène. Dans 10 minutes, certains pourraient mourir. Partie 7. 7 heures de terreur. Hoffman descendit l'escalier raide vers la cave. Joseph derrière lui, avançant volontairement lentement. « Attention !» avertit Joseph. « Escalier vieux, dangereux. Un jeune homme comme vous descend facilement, mais un vieux comme moi, ça prend du temps. » C'était un avertissement pour les réfugiés, autant qu'une fausse précaution pour Hoffman. La cave visible était exactement ce que Joseph avait voulu qu'elle soit. Un désordre crédible. Des piles de bois en décomposition, des outils rouillés, des gravats accumulés depuis des décennies. Une épaisse couche de poussière surtout, qui prouvait que personne n'avait touché quoi que ce soit récemment. Hoffman avança lentement, le regard méthodique. C'était un officier expérimenté, vétéran de dizaines de rafles. Il savait ce qu'il cherchait. Il frappa les murs avec sa canne, écoutant les résonances. Les murs sonnaient pleins. Le mortier était ancien, authentique, s'effritant par endroits d'une manière qui confirmait l'âge du bâtiment. Il estima visuellement les dimensions, comparant la taille de la cave avec celle de l'atelier au-dessus. Tout concordait. Aucun volume manquant, évident. Et ça,
demanda-t-il, en désignant la cachette leur derrière l'étagère. Joseph attendait la question. Un vieux rangement. Avant, je gardais des outils de valeur là-dedans. Maintenant, c'est vide. Les nazis ont pris tout ce qui avait de la valeur il y a des années. Montrez-moi. Joseph déplaça l'étagère avec lenteur, jouant la fragilité. Derrière, une porte grossièrement dissimulée. Hoffman sourit. C'était exactement ce qu'il était venu trouver. Il ouvrit. À l'intérieur, un espace vide de 2 mètres sur 1. Une poussière épaisse, des toiles d'araignée, manifestement inutilisées. Vide, constata Hoffman, déçu. Comme je l'ai dit, répondit Joseph. Tout ce qui avait de la valeur a déjà été pris. Mais Hoffman n'était pas satisfait. Les informateurs n'avaient pas tort à ce point. Il y avait quelque chose. Il le sentait. « Apportez des outils », ordonna-t-il. « Nous allons chercher plus systématiquement. » Ils amenèrent des masses, des barres à mine, des tiges métalliques. Pendant les 7 heures suivantes, les nazis mirent la cave de Joseph à sac, méthodiquement. Ils frappèrent chaque mur, guettant un changement de son. Ils sortirent chaque étagère, inspectèrent l'arrière. Ils creusèrent le sol à plusieurs endroits, cherchant une trappe enterrée. Ils trouvèrent les 3 vieilles cheminées. Ils frappèrent chacune. Toutes sonnaient pleines. Rien ne justifiait de soupçonner qu'une seule d'entre elles pouvait être démontée. Dans la cachette, 67 personnes vivaient un enfer silencieux. L'air devint vicié en quelques minutes. Avec autant de corps consommant l'oxygène dans un espace scellé, le dioxyde de carbone s'accumulait vite. Les gens respiraient superficiellement pour consommer moins d'oxygène. Mais cela provoquait vertige et nausées. Un homme de 60 ans, malade du cœur, sentit une douleur dans la poitrine. Il serrait son poing contre sa bouche pour ne pas halter. La femme à côté de lui le soutenait, sentant son corps trembler sous l'effort de rester silencieux. Le bébé ne pleurait plus, mais sa respiration devenait irrégulière, comme s'il allait recommencer. Sa mère le berçait à peine, collant des prières muettes à son oreille. Un garçon de 8 ans avait désespérément besoin d'aller au seau, mais il ne pouvait pas se frayer un chemin à travers la masse des corps sans faire de bruit. Il finit par uriner là où il se trouvait, brûlant de honte, mais choisissant le silence plutôt que la dignité. Une femme de 45 ans se mit à hyperventiler, une crise de panique montant. L'homme près d'elle couvrit sa bouche de sa main, doucement mais fermement, tandis qu'elle luttait pour contrôler son souffle. Des larmes coulaient sur son visage dans le noir complet. La chaleur des corps fit grimper la température. La sueur ruisselait. Les vêtements étaient trempés. L'odeur était atroce. Sueur, urine, peur pure. Dehors, à moins de 3 mètres, Hoffman continuait à frapper les murs. « Ici !» cria l'un des soldats, frappant une section qui sonnait légèrement différemment. Hoffman s'approcha. Il frappa à son tour. La différence était subtile. Il ordonna d'enlever le plâtre. Ils piquèrent. Derrière, de la brique pleine. La variation venait simplement d'un vieux mortier irrégulier, pas d'une cache. Mais la fouille continua. Hoffman était convaincu qu'il y avait quelque chose. Au bout de 3 heures, dans la cachette, plusieurs personnes frôlaient de l'évanouissement. L'air était si pauvre que chaque respiration demandait une volonté consciente. Certains perdèrent brièvement connaissance, leur corps maintenu debout par la pression des autres. En haut, Joseph était interrogé sans relâche entre 2 phases de recherche. Pourquoi autant de visiteurs, selon les voisins? Des clients. Peu, mais quelques nazis commandent des meubles. Et les Polonais aussi ont besoin de meubles, même en temps de guerre. Pourquoi de grosses livraisons de nourriture? Je mange pour tout le mois,
La distribution des rations est imprévisible. Quand je peux acheter, j'achète beaucoup et je stocke. C'est la survie. Pourquoi des lumières la nuit après le couvre-feu? Je travaille la nuit parce que je dors mal. Arthrite, âge. Quand je n'arrive pas à dormir, je travaille. Ça occupe mes mains. Chaque réponse était plausible. Chaque réponse contenait une part de vrai. Joseph avait appris que les meilleurs mensonges sont ceux qui contiennent le plus de vérité. Au bout de 5 heures, Hoffman était furieux. Son instinct lui disait que l'informateur avait raison. Mais les preuves ne suivaient pas. Ils avaient ravagé la cave, trouvé le leur vide, mesuré chaque espace. Une dernière preuve, décida-t-il. Il ordonna qu'on amène un chien de piste, un berger allemand entraîné à détecter des humains cachés. Le chien descendit dans la cave, reniflant méthodiquement. Dans la cachette, 67 personnes connaissaient ce danger. Un chien peut sentir des humains à travers des murs. Elle était condamnée. Mais Joseph avait anticipé cela aussi. Lorsqu'il avait construit la cachette, il avait dispersé du poivre noir moulu dans la cavité de sable entre les murs. Le poivre perturbait l'odorat du chien, créant un rideau d'odeur. Le chien renifla toute la cave. Il aboya près de la cheminée. Il détectait quelque chose. Mais quand les soldats vérifièrent, ils trouvèrent un rat mort coincé dans un vieux conduit. Une explication parfaite. Au bout de 6 heures, Hoffman dut admettre la défaite. L'informateur s'est trompé, dit-il avec amertume. Ou le vieux a déplacé ce qu'il cachait avant notre arrivée. À 18h30, ils partirent. Joseph resta immobile 30 minutes pour s'assurer qu'ils étaient bien partis, que ce n'était pas un piège. Alors seulement, les mains tremblant au point qu'il les contrôlait à peine, il descendit, alla à la cheminée et commença à retirer les briques. Les premiers corps qui sortirent en étaient inconscients. L'homme cardiaque, la jeune femme en crise de panique, le bébé respirant à peine, les lèvres légèrement bleutées. Joseph et Samuel Rosenbaum firent sortir les 67 personnes. Ils allongèrent les évanouis sur le sol, ouvrirent des fenêtres, laissèrent entrer l'air frais. Il fallut 40 minutes pour que tout le monde reprenne connaissance. Un médecin parmi les réfugiés examina le bébé, déshydraté, traumatisé. Mais il survivrait. L'homme de 60 ans avait fait un petit infarctus, mais il était stable. Miraculeusement, ils avaient tous survécu. Cette nuit-là, Joseph fit déplacer toutes les familles vers des cachettes d'urgence à travers la ville. L'atelier était compromis. Même si les nazis n'avaient pas trouvé la cachette, ils reviendraient et ils mettraient l'endroit sous surveillance. L'atelier resta opérationnel, mais avec une prudence accrue. Il fallut 2 mois avant que Joseph ose à nouveau héberger des réfugiés. La rafle de 7 heures devint une légende dans la résistance polonaise. L'histoire de 67 personnes survivant à l'impossible. D'un vieil homme battant la Gestapo grâce à l'ingénierie et des nerfs d'acier. Mais Joseph, lui, ne célébra jamais. Il savait que la survie avait tenu à des centimètres, et à la chance autant qu'au talent. Partie 8. Les derniers mois et la libération. Après octobre 1943, Joseph changea sa manière d'opérer. L'atelier n'accueillait plus plusieurs familles en même temps. 1 ou 2 à la fois, déplacées rapidement vers des lieux permanents. La cachette servait surtout aux urgences. Rafle soudaine, danger immédiat. Ce n'était plus une station de transit, mais un refuge ultime quand tout le reste échouait. Le réseau continua. Les maisons sûres hébergeaient durablement des familles. Les passeurs faisaient circuler les gens. Les faussaires produisaient des papiers. En mars 1944, tandis
qu'aux Pays-Bas, Corrie ten Boom était arrêté. En Pologne, Joseph continuait d'échapper à la capture. Il avait 74 ans, travaillait avec une douleur constante due à l'arthrite, survivait avec des rations à peine suffisantes. Mais il continuait, parce que s'arrêter signifiait abandonner des gens qui dépendaient de lui. Un incident d'avril 1944 montre son engagement. Rachel Lieberman, une fille de 12 ans dont la famille entière avait été déportée à Treblinka, arriva seule à l'atelier. Elle s'était échappée d'un wagon en sautant pendant un ralentissement, avait marché 40 km jusqu'à Varsovie et se souvenait de l'adresse grâce à des rumeurs du ghetto. Elle était dénutrie, traumatisée, psychologiquement brisée. Joseph la cacha, la nourrit, lui permit de pleurer pour la première fois depuis des semaines. « Pourquoi vous m'aidez ?» demanda Rachel après une semaine de récupération. « Je ne suis même pas votre famille. » Joseph, qui montrait rarement ses émotions, sentit les larmes monter. « J'avais un fils, Marek. Il est mort à 19 ans. Une autre guerre, un autre ennemi, la même stupidité. Si quelqu'un avait aidé Marek quand il en avait besoin, il serait vivant. J'aide celle qu'il aurait été s'il avait survécu. » Rachel survécut à la guerre, émigra en Israël en 1948 et appela son premier fils Joseph. L'insurrection de Varsovie, d'août à octobre 1944, compliqua tout. L'armée de l'intérieur polonaise tenta de libérer Varsovie avant l'arrivée des Soviétiques. Les nazis répondirent par une brutalité dévastatrice, détruisant la ville méthodiquement. L'atelier de Joseph fut endommagé par un bombardement en septembre 1944. La cave, et donc la cachette, survécut. Mais l'atelier au-dessus fut partiellement détruit. Joseph continua depuis les ruines. Pendant ces semaines chaotiques, alors que les nazis étaient distraits par l'insurrection, il fit passer 15 autres familles vers la sécurité. La libération arriva le 17 janvier 1945, lorsque l'armée rouge soviétique prit enfin Varsovie. Les nazis se retirèrent, emportant des prisonniers, détruisant des preuves. Joseph survécut. À 75 ans, il avait traversé l'invasion allemande, 4 ans d'occupation, l'insurrection de Varsovie, puis la libération soviétique. Dans les jours qui suivirent, des gens commencèrent à sortir de cachette à travers Varsovie. Beaucoup vinrent à l'atelier de Joseph pour le remercier, pour dire qu'ils avaient survécu, pour pleurer ceux qui ne reviendraient pas. Samuel Rosenbaum et sa famille avaient survécu. Léa Goldstein avait survécu. Abraham Weinberg, le médecin, avait survécu. Rachel Lieberman avait survécu. Tout le monde n'avait pas survécu. Certaines maisons sûres furent nettement découvertes. Des passeurs furent arrêtés. Des réfugiés furent capturés pendant des transferts. Mais les archives d'après-guerre, compilées méticuleusement par des organisations juives polonaises et par des témoignages de survivants, estimèrent que le réseau de Joseph Kowalski avait sauvé 147 vies juives sous l'occupation nazie. Ce chiffre est conservateur. Beaucoup de survivants ne connurent jamais le nom de leur sauveur. Beaucoup de documents furent détruits. Mais 147 est un nombre vérifiable à travers des témoignages documentés. Partie 9. L'héritage et les dernières leçons. Joseph Kowalski vécut 11 ans après la guerre et mourut en 1956 à 86 ans. Il ne se remaria jamais, n'eut pas d'autres enfants et ne parla jamais publiquement de ce qu'il avait fait pendant la guerre. Quand des journalistes voulurent l'interviewer dans les années 1950, il refusa. « J'ai fait ce que n'importe quel Polonais digne de ce nom aurait fait, disait-il. Il n'y a pas d'histoire spéciale. Mais ceux qui l'avaient sauvé n'étaient pas de cet avis.
En 1953, un groupe de survivants organisa une cérémonie à Varsovie, planta un arbre en son honneur et présenta un dossier de témoignage attestant de ses actes. Joseph y assista à contre-cœur et dit seulement « J'ai construit des choses toute ma vie, des meubles, des structures, des systèmes. Pendant la guerre, j'ai construit le salut. C'est le même travail. Simplement, le matériau est différent. » Il mourut dans son sommeil en 1956, dans l'appartement au-dessus de l'atelier reconstruit, entouré d'outils de menuiserie et de photos de Zofia et Marek. En 1963, Yad Vashem le reconnut à titre posthume comme « juste parmi les nations ». L'honneur accordé aux non-juifs ayant risqué leur vie pour sauver des juifs pendant la Shoah. L'immeuble du 7 rue Copernica fut démoli en 1967, pendant la reconstruction d'après-guerre. Mais avant la démolition, des historiens documentèrent sur la cachette avec minutie. Photos, mesures, témoignages. Une affiche réplique fut construite au musée Polin de l'histoire des Juifs de Pologne, à Varsovie. Les visiteurs peuvent y entrer, voir l'espace d'une petitesse absurde et imaginer 67 personnes entassées là pendant 7 heures. L'histoire de Joseph dit quelque chose de plus profond qu'une opération de sauvetage isolée. Elle parle de la résistance de l'expertise face à l'idéologie. Les nazis croyaient dominer par la force. Joseph croyait survivre par le savoir-faire. Les nazis construisirent un système industriel de mort, soutenu par la modernité. Joseph construisit une cachette avec des techniques de 1897, 6 décennies d'expérience, et une ingénierie simple appliquée avec génie. Au final, la simplicité bâtit la complexité. La cachette qu'ils cherchèrent pendant 7 heures était conçue si parfaitement qu'elle devenait invisible. Les leçons sont multiples. L'expertise compte. Joseph pouvait construire cette cachette parce qu'il avait 60 ans de métier. Son savoir des matériaux, des structures, des mécanismes était profond. Appliqué au sauvetage plutôt qu'au mobilier, il devint mortel pour ses ennemis. La simplicité l'emporte. Pas de technologie complexe. Des briques, du mortier et la compréhension de la façon dont les humains cherchent. Simple, mais exécuté à la perfection. L'âge n'est pas une faiblesse. Joseph avait entre 70 et 75 ans pendant ses années les plus actives. Les nazis le sous-estimaient, erreur fatale. Des décennies d'expérience surpassaient la vigueur de la jeunesse. Les réseaux résilients fonctionnent. L'opération marchait parce qu'elle était décentralisée. Plusieurs maisons sûres, plusieurs passeurs, plusieurs solutions de secours. Aucun point de rupture unique. La morale comme moteur. Joseph n'agissait pas pour l'argent, la gloire, ni une idéologie politique. Il agissait parce que c'était juste. Cette pureté d'intention donnait une détermination que les interrogatoires nazis ne pouvaient pas briser. La rencontre entre Hoffmann et Joseph, arrogance nazie contre compétence polonaise, jeunesse contre expérience, force contre savoir-faire, symbolise un conflit plus vaste. Hoffmann incarnait un système persuadé que le pouvoir décide de l'issue. Joseph incarnait une tradition persuadée que l'excellence décide de l'issue. Hoffmann avait des soldats, des armes, l'autorité d'un État totalitaire. Joseph avait une scie, un marteau et 6 décennies à savoir comment construire correctement. Joseph a gagné. Pas parce qu'il était plus fort, parce qu'il était meilleur dans son art. Le dernier mot appartient au témoignage que Samuel Rosenbaum donna en 1961. Joseph Kowalski a construit l'arche de notre synagogue en 1902. Il a construit la cachette qui a sauvé ma famille en 1941. C'est le même acte de création. Dans les deux cas, il a bâti un espace où le sacré pouvait exister, protégé d'un monde qui voulait le détruire.
les nazis ont brûlé la synagogue en 1939. Ils ont détruit l'arche que Joseph avait construite. Mais la cachette qu'il a faite a survécu plus longtemps que le Troisième Reich. Les vies qu'il a sauvées ont donné des enfants, des petits-enfants, des générations qui n'existeraient pas sans ses mains. Quand je pense à Joseph, je ne pense pas à un héros. Je pense à un artisan, un homme qui construisait pour que ça dure et qui appliquait le même standard aux meubles qu'au salut. Pour lui, il n'y avait pas de différence. La qualité, c'était la qualité. Un travail bien fait, c'était un travail bien fait. Et cette attitude, terre à terre, pratique, sans grandiloquence, a sauvé plus de vies que des dizaines d'opérations plus spectaculaires. Parce que Joseph n'essayait pas d'être un héros. Il essayait de faire correctement son travail. Et son travail s'est trouvé être de sauver des gens. Épilogue. La cachette de Joseph mesurait 3 mètres sur 4, 12 mètres carrés. Dans cet espace impossiblement petit, 147 vies trouvèrent un salut temporaire sur la route d'une survie définitive. Les nazis bâtirent Auschwitz, Treblinka, Sobibor, des machines industrielles pour tuer des millions. Face à cela, Joseph Kowalski construisit une pièce sous un atelier avec de vieilles briques et l'ingéniosité d'un homme de 70 ans. Un petit espace, une victoire immense. La Gestapo s'est moquée d'un vieil homme jusqu'à découvrir qu'il cachait 15 familles dans son atelier. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Les familles étaient déjà en sécurité. Le vieil homme avait déjà gagné. Hoffmann passa 7 heures à chercher une cachette à quelques mètres de lui. Il ne la trouva jamais. Il mourut en 1945 sans savoir à quel point il était passé près. Joseph passa les 11 années après la guerre à fabriquer des meubles, à vivre discrètement, à refuser les honneurs. Il mourut en sachant que 147 personnes vivaient grâce à ses mains. Au final, l'équation était simple. Un vieil homme avec une scie contre un empire avec des armées. Le vieil homme a gagné parce qu'il a mieux construit que l'empire n'a su détruire. La cachette demeure dans la mémoire. Les vies continuent dans les descendants. L'héritage persiste dans une leçon. L'expertise, appliquée avec une morale, bat le pouvoir. Appliquée sans elle. Les nazis n'ont jamais soupçonné qu'un menuisier de 70 ans pouvait les vaincre. Ils n'ont jamais compris que 6 décennies à construire correctement forgeaient des compétences transférables à la construction du salut. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu. Pas face à des armées, pas face à des tactiques, face à un vieil homme arthritique et principiel, construisant des cachettes brique par brique, sauvant des vies, une famille à la fois. Un atelier, une cave, 12 mètres carrés, 147 vies. Une victoire qu'aucune armée n'aurait pu égaler.